Dans les brumes glaciales de février 1864, alors que les cloches de Laeken sonnent l'Angélus matinal, un cri perçant déchire le silence du château royal de Belgique. Éléonore Marie-Joséphine de Brabant vient au monde dans une chambre aux tentures pourpres, où l'odeur du sang se mêle à celle de l'encens brûlant dans les candélabres d'argent. Sa mère, Henriette d'Autriche-Lorraine, détourne le regard de ce petit être chiffonné qui pleure, préférant fixer les partitions de Chopin éparpillées sur sa table de chevet. « Majesté, votre fille », murmure la sage-femme, une femme aux mains ridées qui a aidé à naître 3 générations de Brabant. Henriette soupire, ses doigts effilés caressant machinalement les touches d'ivoire de son petit pianoforte. Qu'elle aille rejoindre les autres dans la nurserie. J'ai une répétition avec l'orchestre de chambre cet après-midi. Le roi Charles-Philippe, debout près de la fenêtre gothique qui donne sur les jardins enneigés de Laeken, observe les colonnes de fumée noire qui s'élèvent des cheminées d'usine de Bruxelles au loin. Ses yeux gris acier, durcis par des décennies de règne impitoyable et les horreurs qu'il a cautionnées au Congo, ne manifestent aucune tendresse paternelle. À 44 ans, cet homme aux favoris soigneusement taillés porte sur ses épaules le poids d'un empire colonial bâti sur la souffrance. Et la naissance d'une fille de plus ne fait qu'ajouter un pion supplémentaire sur l'échiquier de ses alliances matrimoniales. Une fille, grommelle-t-il en rajustant sa redingote de velours bleu marine brodée de fils d'or. Au moins, celle-ci pourra servir à sceller une alliance avec l'Autriche ou la Prusse selon les circonstances. Le château de Laeken, cette forteresse néo-gothique aux tours élancées et aux gargouilles grimaçantes, devient le théâtre de l'enfance solitaire d'Éléonore. Les corridors de marbre blanc, ponctués de portraits ancestraux au regard sévère, résonnent de ses pas d'enfant, tandis qu'elle erre seule, accompagnée seulement par sa gouvernante, mademoiselle Van der Berg, une flamande austère, aux cheveux tirés en chignon et aux lèvres perpétuellement pincées. « Princesse Éléonore, tenez-vous droite », répète inlassablement cette femme de 50 ans qui sent la lavande et l'amidon. Une future impératrice ne doit jamais montrer de faiblesse. Les journées de la petite Éléonore s'étirent comme des siècles. Réveil à 6 heures, prière dans la chapelle privée aux vitraux colorés représentant les martyrs, petit déjeuner composé d'un bol de porridge et d'une tartine de confiture de groseille, puis leçons de français, d'allemand, de piano et d'étiquette royale. L'après-midi, promenade surveillée dans les jardins à la française, où les buis taillés forment des motifs géométriques parfaits, puis broderie et lecture de textes religieux. Mais c'est son frère aîné, Louis-Philippe, héritier du trône et de 3 ans son aîné, qui occupe toutes les attentions. Beau garçon aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleus pétillants, il incarne tous les espoirs de la dynastie. Charles-Philippe passe des heures dans son bureau lambrissé de chêne à lui enseigner l'art de régner, tandis qu'Éléonore reste invisible, fantôme en robe de dentelle blanche qui observe depuis les embrasures des portes. « Mon fils !» déclare le roi en dépliant une carte du Congo sur son bureau d'acajou. « Regardez ces territoires. Un jour, tout cela vous appartiendra. L'ivoire, le caoutchouc, l'or. Mais il faudra gouverner d'une main de fer. Les indigènes ne comprennent que la force. » Louis-Philippe, debout sur un tabouret pour mieux voir, hoche gravement la tête. « Oui, papa. Et Éléonore, ta sœur ?» Le roi jette un regard distrait vers la porte où la fillette se cache derrière les lourdes tentures de brocart. Elle épousera qui nous arrangera le mieux. Les filles de sang royal sont des monnaies d'échange, mon fils. Rien de plus. Ces mots transpercent le cœur de la petite Éléonore comme une lame glacée. À 6 ans, elle comprend déjà qu'elle n'est qu'un objet dans les calculs de son père, une pièce d'échec à sacrifier sur l'autel de la diplomatie européenne. L'hiver 1870 apporte avec lui une tragédie qui marquera à jamais la famille royale. Une épidémie de scarlatine balaie Bruxelles, n'épargnant ni les taudis de Molenbeek, ni les salons dorés de Laeken. Louis-Philippe, malgré tous les soins prodigués par les médecins royaux, succombe en 3 jours. Ses joues roses se creusant dans une fièvre délirante qui fait penser aux damnés des peintures de Jérôme Bosch. « Mon fils, mon héritier !»
hurle Charles-Philippe, agenouillé près du petit lit à baldaquin où repose le corps de l'enfant, pâle comme un ange de marbre. Pour la première fois de sa vie, cet homme impitoyable qui a ordonné l'amputation de milliers de mains congolaises laisse couler ses larmes. Henriette, elle, reste prostrée dans ses appartements, jouant obsessionnellement la marche funèbre de Chopin sur son piano, les mêmes notes mélancoliques résonnant jour et nuit dans les couloirs du château. Ses cheveux châtains, habituellement coiffés en chignons élaborés, pendent en mèches désordonnées autour de son visage livide. Éléonore, miraculeusement épargnée par la maladie, devient du jour au lendemain l'unique héritière de ce royaume de ombre. Mais, au lieu de la rapprocher de ses parents, cette nouvelle position ne fait qu'accentuer son isolement. Charles-Philippe, rongé par le chagrin et la culpabilité, se réfugie dans l'alcool et les expéditions punitives au Congo, laissant sa fille aux mains de précepteurs et de gouvernantes de plus en plus sévères. « Princesse », lui dit un matin le nouveau précepteur, « Monsieur Delvaux, un homme sec aux lunettes cerclées de fer, votre position exige désormais une excellence absolue. Vous ne pouvez plus vous permettre la moindre faiblesse. Les leçons se multiplient. Latin, grec, histoire européenne, géographie, mathématiques, astronomie. Éléonore, enfant intelligente mais fragile, absorbe ses connaissances comme une éponge. Mais son âme se dessèche peu à peu sous ce régime implacable. Elle développe une habitude étrange, parler à son frère mort, s'imaginant qu'il vit encore dans les recoins sombres du château. « Louis-Philippe », chuchote-t-elle la nuit, recroquevillée sous ses couvertures de soie. « Papa ne me regarde toujours pas. Maman joue toujours ses musiques tristes. Pourquoi es-tu parti ?» Et parfois, dans les courants d'air glacé qui traversent les couloirs, elle croit entendre la voix de son frère lui répondre « Tu dois être forte, Éléonore, plus forte que nous tous. » Un matin de printemps 1871, alors qu'elle se promène dans les jardins où les cerisiers commencent à bourgeonner, Éléonore surprend une conversation entre deux valets qui taillent les rosiers. « Pauvre petite princesse », murmure l'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants. « Elle ne sait pas ce qui l'attend. »« Comment ça ?» demande son compagnon plus jeune, en essuyant ses mains terreuses sur son tablier de toile. « J'ai entendu Sa Majesté parler avec l'ambassadeur d'Autriche. Elle sera promise au prince Frédéric dès ses 15 ans. Ce garçon a une réputation, disons, peu recommandable à Vienne. » Éléonore, cachée derrière un massif de pivoine, sent son sang se glacer dans ses veines. Ainsi, son destin est déjà scellé. Elle sera sacrifiée sur l'autel des alliances royales, livrée à un homme qu'elle ne connaît pas, dans un pays étranger. Ce soir-là, seule dans sa chambre aux murs tapissés de soie rose pâle, elle regarde par la fenêtre les lumières de Bruxelles qui scintillent au loin comme des étoiles tombées sur terre. Quelque part dans cette ville vit un peuple qui ignore son existence, qui travaille, qui rit, qui pleure, qui aime en toute liberté. Et elle, princesse de Belgique, se trouve plus prisonnière que le plus humble des sujets de son père. « Mon Dieu !» prie-t-elle en joignant ses petites mains. « Si je dois mourir loin de chez moi, faites au moins que ce soit pour quelque chose d'important. De où vous m'accompagnez? Laissez dans les commentaires d'où vous nous suivez. » L'adolescence d'Éléonore se déroule comme un long hiver sans printemps. À 12 ans, la jeune princesse a développé cette beauté particulière aux enfants mélancoliques. Des traits délicats, mais marqués par une gravité précoce, des yeux verts qui semblent contenir toute la tristesse du monde, et des cheveux châtain clair qu'elle porte toujours tressés selon l'étiquette royale. Sa silhouette, encore frêle, se dessine déjà avec cette élégance naturelle des Brabants, mais quelque chose dans son port de tête trahit une résignation qui n'appartient pas à son âge. Le château de Laeken s'est transformé en une véritable académie princière sous la direction de Madame Elisabeth Körner, une aristocrate autrichienne au regard d'acier et aux manières raffinées, spécialement envoyée par la cour de Vienne pour préparer Éléonore à son futur rôle d'impératrice. Cette femme de 40 ans, veuve d'un général tombé lors de la guerre austro-prussienne, porte toujours des robes noires au col montant et des bijoux de jais qui teintent à chacun de ses mouvements. « Altesse sérénissime »,
déclare-t-elle lors de leur première rencontre dans le salon de musique, « Votre destin est gravé dans le marbre. Vous épouserez son Altesse impériale, le prince Frédéric d'Autriche, et deviendrez l'ornement de la plus grande cour d'Europe. Mais l'ornement le plus précieux peut se ternir s'il n'est pas poli quotidiennement. » Les journées d'Éléonore deviennent un enchaînement implacable de leçons. À 5 heures du matin, réveil au son de la cloche de la chapelle. Toilette minutieuse sous l'œil vigilant de sa nouvelle femme de chambre. Gretchen, une Bavaroise aux joues roses qui ne parle qu'allemand et ne sourit jamais. Petit déjeuner composé uniquement de thé noir, d'une tranche de pain bis et d'un œuf à la coque, car une future impératrice doit conserver une silhouette parfaite. Puis commencent les leçons proprement dites. Histoire de l'Empire austro-hongrois d'abord, dispensé par le professeur Heinrich Zimmermann, un homme bedonnant aux favoris roussâtres qui transpire abondamment et ponctue chacune de ses phrases de postillon. Éléonore apprend par cœur la généalogie des Habsbourg, leurs victoires, leurs défaites, leurs alliances complexes qui tissent la toile de l'Europe depuis des siècles. L'impérateur Franz Joseph, récite-t-elle d'une voix monocorde, né en 1830, empereur d'Autriche depuis 1848, roi de Hongrie depuis le compromis de 1867, époux de l'impératrice Isabelle de Bavière, père du Kronprinz Rodolphe et de mon futur époux, le prince Frédéric. Parfait, Altesse, approuve Zimmermann en s'épangeant le front avec son mouchoir brodé. Mais il faut comprendre que votre union ne sera pas seulement matrimoniale, elle sera géopolitique. La Belgique a besoin de la protection de l'Empire, et l'Empire a besoin de l'accès privilégié aux richesses du Congo. Votre mariage scellera cette alliance. L'après-midi est consacré au art d'agrément, comme les appelle pompeusement Madame Körner. Piano d'abord, sous la férule de maître Giuseppe Bellacorte, un Italien excentrique aux cheveux gominés et aux moustaches cirées qui gesticule théâtralement à chaque fausse note. Éléonore, qui possède naturellement un excellent sens musical hérité de sa mère, progresse rapidement, mais son répertoire se limite aux compositeurs allemands et autrichiens, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert. « Non, non, non !» s'exclame Bellacorte en tapant de sa baguette sur le pianoforte. « Chopin, c'est polonais, donc suspect. Liszt, c'est hongrois, donc acceptable mais avec modération. Une future impératrice d'Autriche ne joue que du germanique, capis ?» Viennent ensuite les leçons de danse avec Monsieur Antoine Ducrot, ancien danseur de l'Opéra de Paris, reconverti en maître de ballet pour l'aristocratie européenne. Cet homme élégant aux tempes argentées enseigne à Éléonore les subtilités de la valse viennoise, de la mazurka et du quadrille, mais toujours avec un cavalier imaginaire, car il serait inconvenant qu'elle danse avec un homme avant son mariage. Plus de grâce dans le port de bras, Altesse, lance-t-il en frappant dans ses mains gantées de chevreau blanc. À Vienne, on juge une femme sur la façon dont elle tient son éventail et dont elle exécute une révérence. L'impératrice Isabelle elle-même était réputée pour l'élégance de sa démarche. Mais c'est avec Madame Körner qu'Éléonore apprend les leçons les plus cruelles, celles de l'étiquette impériale. Assise droite comme un i sur une chaise inconfortable, elle doit mémoriser les centaines de règles qui régissent la vie à la cour de Vienne. Comment s'adresser à un archiduc, Altesse impériale et royale, à une duchesse, Altesse sérénissime, à un ambassadeur, Excellence? Dans quel ordre présenter ses hommages lors des réceptions officielles? Comment tenir sa traîne lors des cérémonies? Quels bijoux porter selon les circonstances? N'oubliez jamais, Altesse, martèle Madame Körner de sa voix coupante, qu'à Vienne, le moindre faux pas peut ruiner une réputation. L'impératrice Isabelle elle-même, malgré sa beauté légendaire, est critiquée pour ses excentricités. Vous, étant étrangère et belge, vous n'aurez droit à aucune indulgence. Au fil des mois, Éléonore sent sa personnalité s'effacer peu à peu sous cette chape de convention. Elle qui aimait autrefois courir dans les jardins de Lecken, grimper aux arbres et ramasser des escargots après la pluie, se transforme en une parfaite automate aristocratique. Ses gestes deviennent mesurés, sa voix prend cette intonation particulière aux grandes dames, et son sourire, quand elle sourit encore, n'atteint plus jamais ses yeux. Ses parents, de plus en plus distants,
ne sont plus que des apparitions fantomatiques dans sa vie. Charles-Philippe, rongé par le remords de la mort de son fils et les atrocités qu'il continue de cautionner au Congo, passe le plus clair de son temps enfermé dans son bureau ou en voyage officiel. Quand elle le croise dans les couloirs, il la regarde comme si elle était une étrangère, se contentant d'un hochement de tête distant. Henriette, elle, a sombré dans une mélancolie musicale qui confine à la folie. Elle joue du piano 15 heures par jour, les mêmes pièces tristes de Chopin et de Schumann, ne s'arrêtant que pour boire du laudanum qui lui permet de dormir quelques heures. Ses cheveux ont blanchi prématurément, ses joues se sont creusées, et elle parle de moins en moins, comme si les mots avaient déserté son monde de notes et de silence. Un soir d'octobre 1875, alors qu'Éléonore vient d'avoir 11 ans, elle découvre par hasard dans la bibliothèque du château un daguerréotype qui va bouleverser sa perception de son futur époux. C'est en cherchant un livre de poésie française, lecture interdite mais qui représente sa seule évasion, qu'elle trouve cette photographie glissée entre les pages d'un traité de botanique. L'image montre un jeune homme d'une vingtaine d'années, beau certes, avec ses cheveux bruns ondulés et ses yeux sombres, mais quelque chose dans son regard la glace d'effroi. Une froideur reptilienne, une cruauté à peine voilée qui transparaît malgré le sourire de commande. Et surtout, cette main posée sur l'épaule d'une très jeune fille, presque une enfant, qui semble terrorisée. Au dos de la photographie, une écriture élégante. Son Altesse impériale le prince Frédéric d'Autriche et mademoiselle Clara von Esterházy, 1874. Cette nuit-là, Éléonore ne trouve pas le sommeil. Blottie dans son lit à baldaquin, elle fixe les ombres que projettent les flammes de la cheminée sur les murs de sa chambre. Pour la première fois, l'épouvante de son sort à venir lui apparaît dans toute sa réalité. Elle ne sera pas seulement exilée dans un pays étranger. Elle sera livrée à un homme dont le seul portrait révèle une nature inquiétante. « Louis-Philippe », chuchote-t-elle dans l'obscurité, « tu as bien fait de partir. Au moins, toi, tu es libre maintenant. » Le vent de novembre fait gémir les volets du château, et dans ce gémissement, Éléonore croit entendre la voix de son frère mort lui répondre « Courage, ma sœur. Ton calvaire ne fait que commencer, mais il aura une fin. » Les années suivantes s'écoulent comme un fleuve glacé vers l'inéluctable. À 15 ans, Éléonore a atteint cette beauté mélancolique des Madones de Van der Weyden. Un visage ovale aux traits purs, une chevelure châtain clair aux reflets dorés qu'elle porte désormais en chignon selon la mode viennoise. Et surtout ses yeux verts d'une profondeur troublante, comme des lacs de montagne où se mire la douleur du monde. Physiquement, elle s'est épanouie selon les canons de beauté de l'époque. Taille fine, sanglée dans des corsets de soie, port de tête altier, démarche gracieuse qui fait bruire ses robes de taffetas. Mais cette beauté extérieure dissimule mal une mélancolie qui s'approfondit chaque jour. Elle sourit rarement, et quand elle le fait, c'est avec cette tristesse polie des condamnés qui remercient leur bourreau. Sa seule consolation réside dans la correspondance secrète qu'elle entretient avec sa cousine Marie-Clotilde de Savoie, elle aussi promise à un mariage politique avec le duc d'Aoste. Ces lettres, qu'elle cache dans une boîte à musique offerte par sa marraine, sont les seuls moments où elle peut exprimer sa vraie personnalité. « Da ma chère Clotilde », écrit-elle un matin de décembre 1879, « parfois je rêve que nous sommes deux petites filles ordinaires, que nous nous marions par amour avec des hommes ordinaires, que nous élevons nos enfants dans la joie au lieu de les sacrifier sur l'autel de la politique. Mais ce ne sont que des rêves, n'est-ce pas? Nos destins ont été écrits avant même notre naissance, dans les traités et les alliances de nos pères. L'hiver 1880 apporte avec lui l'annonce officielle que tous redoutent et espèrent à la fois. L'ambassadeur d'Autriche, le comte von Metternich, se présente à Laeken avec un cortège solennel pour demander officiellement la main de la princesse Éléonore au nom du prince Frédéric. La cérémonie des fiançailles a lieu dans le grand salon d'apparat du château, sous les portraits ancestraux qui semblent observer la scène avec un mélange de satisfaction et de pitié. Éléonore, vêtue d'une robe de soie bleu nuit brodée de perles,
se tient droite et immobile pendant que les diplomates échangent les documents qui scellent son sort. Sa Majesté l'Empereur, Franz Joseph, déclare solennellement l'ambassadeur, accueille avec joie cette union qui renforcera les liens séculaires entre nos deux maisons. Le mariage aura lieu à Vienne, en la cathédrale Saint-Étienne, au printemps prochain. Charles-Philippe, vieilli et courbé par le poids de ses remords, hoche la tête avec lassitude. « Ma fille sera un digne ornement de votre cour, Excellence. » Éléonore ne dit rien, elle ne peut rien dire. Son rôle se limite à être belle, silencieuse et obéissante, une poupée de porcelaine dans une robe précieuse, qu'on manipule selon les besoins de la diplomatie européenne. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle regarde une dernière fois les jardins de Laeken sous la neige. Demain commencera sa dernière saison en Belgique. Dans quelques mois, elle découvrira Vienne, la cour impériale, et cet homme qu'on lui destine. Dans le miroir de sa coiffeuse, son reflet lui renvoie l'image d'une jeune fille de 16 ans aux yeux trop graves pour son âge. « Adieu, Éléonore de Belgique », murmure-t-elle à son double. Bientôt, tu ne seras plus qu'Éléonore d'Autriche, une étrangère parmi les étrangers. Le 15 mai 1880, le train impérial s'ébranle de la gare de Bruxelles-Midi dans un nuage de vapeur et de fumée noire, emportant Éléonore vers son destin autrichien. À travers les vitres du wagon blindé aux rideaux de velours rouge, elle voit défiler pour la dernière fois les paysages de son enfance. Les champs de betteraves de Wallonie, les forêts d'Ardennes, les clochers des villages où elle ne reviendra jamais. Assise face à Madame Körner, qui révise une dernière fois les subtilités du protocole viennois, Éléonore porte une robe de voyage en velours bordeaux, un petit chapeau orné de plumes d'autruche et des gants de chevreau noir qui dissimulent ses mains tremblantes. Dans son réticule de soie, elle a glissé une miniature de son frère Louis-Philippe et une mèche de ses cheveux blonds, seul vestige de son passé qu'elle emporte vers l'exil. « Altesse », murmure sa gouvernante en consultant sa montre en or. Dans 6 heures, nous atteindrons la frontière autrichienne. Là, vous cesserez d'être belge pour devenir sujette de Sa Majesté impériale. N'oubliez jamais que vous représentez désormais la grandeur des Habsbourg. Le voyage dure 2 jours et 2 nuits, traversant l'Allemagne du Sud et la Bavière avant d'atteindre les faubourgs de Vienne. Éléonore dort mal, bercée par le martèlement régulier des roues sur les rails et hantée par des rêves où elle court éperdue dans les couloirs de Laeken, poursuivie par des ombres en uniforme d'apparat qui veulent la revêtir d'une robe de mariée qui ressemble à un linceul. L'arrivée à la Südbahnhof de Vienne, le 17 mai au matin, ressemble à un ballet soigneusement orchestré. Une foule de courtisans en habits d'apparat, de généraux aux uniformes chamarrés et de dames de la noblesse en robe de soie se pressent sur le quai pavoisé aux couleurs impériales. Au centre de cette assemblée, un homme de haute stature en uniforme bleu et or attend immobile comme une statue. L'archiduc Franz Ferdinand, oncle du prince Frédéric et représentant de l'empereur pour cette cérémonie d'accueil. Son Altesse la princesse Éléonore de Brabant, clame le héros d'armes, tandis qu'Éléonore descend du train, la démarche mal assurée après ses longues heures de voyage. Les acclamations fusent, les chapeaux se soulèvent, les éventails s'agitent, mais dans cette symphonie de bienvenue, Éléonore ne perçoit que le bruit de ses propres pas sur le tapis rouge qui l'amène vers son futur. L'archiduc Franz Ferdinand, homme d'une 40aine d'années aux favoris grisonnants et au regard perçant, s'incline avec une politesse glacée. « Altesse royale », dit-il de sa voix grave teintée d'accent autrichien. « Au nom de Sa Majesté impériale et royale apostolique, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle patrie. Son Altesse, le prince Frédéric, vous attend au palais de Schönbrunn. » Le cortège se met en branle à travers les rues de Vienne. Cette capitale de l'Empire, aux façades baroques et aux dômes dorés qui scintillent sous le soleil de mai. Éléonore, assise dans une calèche découverte aux côtés de l'archiduc, observe cette ville qui sera désormais sa prison dorée. Les Viennois, massés sur les trottoirs, l'accueillent avec une curiosité polie mais distante. Elle lit dans leur regard cette question muette. Que vaut cette petite Belge face à notre impératrice Sissi ? Le palais de Schönbrunn, résidence d'été des Habsbourg,
se dresse dans toute sa splendeur rococo au bout d'une avenue bordée de tilleuls. Cette merveille architecturale de 1441 pièces, avec ses façades jaunes impériales et ses jardins à la française, impressionne Éléonore par son faste, mais l'écrase aussi par sa grandeur inhumaine. Ici, pense-t-elle en gravissant le grand escalier d'honneur aux rampes de marbre rose, l'individu n'existe plus, il n'y a que la fonction. C'est dans le salon doré, sous un plafond peint par Guido Reni, représentant l'apothéose de l'empereur Charles VI, qu'Éléonore rencontre pour la première fois son futur époux. Le prince Frédéric d'Autriche, âgé de 25 ans, possède cette beauté aristocratique typique des Habsbourg, grand, élancé, des traits fins mais marqués, des cheveux bruns ondulés et ses yeux sombres qui l'avaient tant frappé sur le daguerréotype trouvé à Lecken. « Ne Altesse, dit-il en s'inclinant avec une grâce étudiée, permettez-moi de vous dire que votre réputation de beauté n'était pas usurpée. Sa voix, chaude et bien timbrée, ne manque pas de charme, mais quelque chose dans son sourire met Éléonore mal à l'aise. Peut-être cette façon qu'il a de la détailler de la tête aux pieds, comme un maquignon évalue une jument, ou cette lueur particulière qui s'allume dans ses prunelles quand son regard s'attarde sur sa gorge naissante. « Votre Altesse impériale est trop aimable », répond-elle selon les formules apprises, en exécutant la révérence parfaite que lui a enseignée Madame Körner. Le mariage est célébré 6 semaines plus tard, le 29 juin 1880, en la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Cette merveille gothique dont les voûtes résonnent depuis des siècles des Te Deum impériaux. Éléonore, vêtue d'une robe de soie blanche brodée de fils d'argent et ornée de dentelles de Bruxelles, ultime concession à ses origines belges, remonte la nef au bras de l'archiduc Franz Ferdinand, son père ayant décliné le voyage pour raison de santé. En réalité, Charles-Philippe, rongé par la culpabilité et l'alcool, n'a pas eu le courage d'assister au sacrifice de sa fille. La cérémonie, fastueuse et glacée, se déroule devant le gratin de l'aristocratie européenne. L'empereur Franz Joseph lui-même, majestueux dans son uniforme blanc à brandebourgs dorés, préside cette union stratégique qui lie définitivement la Belgique à l'empire austro-hongrois. Mais c'est l'absence remarquée de l'impératrice Isabelle, officiellement souffrante, mais en réalité réticente à cautionner ce mariage, qui alimente les chuchotements de la cour. « Une si jeune fille », murmure la comtesse Battiani derrière son éventail de plumes d'autruche. « Et lui, mon Dieu, espérons qu'elle saura le tenir. »« Chut !» rétorque la duchesse de Teschen. « On dit qu'il s'est assagi depuis sa liaison avec cette petite Esterhazy. » Éléonore n'entend rien de ces murmures. Agenouillée sur le prie-dieu de velours rouge, elle répète machinalement les formules sacramentelles pendant que l'archevêque de Vienne, Manganger Célestin Gangelbauer, bénit cette union que Dieu seul sait si elle sera heureuse. Quand Frédéric glisse l'anneau nuptial à son doigt, un diamant de 15 carats serti d'émeraude qui vaut une fortune, elle a l'impression qu'on lui passe une chaîne. « Vous pouvez embrasser votre épouse », déclare solennellement l'archevêque. Le baiser que dépose Frédéric sur ses lèvres est bref mais possessif, et elle y décèle une sensualité qui la trouble et l'effraie à la fois. À 16 ans, elle ne connaît de l'amour que les romans qu'elle lisait en cachette à Lecken, et la réalité de la chair lui apparaît soudain dans toute sa crudité. La réception qui suit au palais impérial de la Hofburg est un ballet diplomatique où Éléonore, désormais son Altesse impériale et royale la princesse Frédéric d'Autriche, joue son rôle d'épouse modèle. Souriante mais distante, elle reçoit les hommages des ambassadeurs, danse la valse d'ouverture avec son époux sous les ors du salon des glaces et écoute poliment les compliments de circonstance. Mais c'est lors du souper officiel, servi dans la salle des banquets sous des lustres de cristal de Bohême, qu'elle fait la connaissance de celle qui deviendra son ennemie juré, l'impératrice Isabelle de Bavière, enfin sortie de sa retraite pour honorer la nouvelle mariée de sa présence. Sissi, comme l'appellent intimement ses proches, est alors âgée de 43 ans, mais conserve cette beauté légendaire qui fait d'elle l'une des femmes les plus admirées d'Europe.
Grande, d'une minceur presque maladive, elle porte ses cheveux châtain clair, coiffés en bandeaux lisses selon la mode qu'elle a lancée, et ses yeux bleus d'une clarté troublante semblent percer l'âme de ses interlocuteurs. « Ma chère enfant », dit-elle à Éléonore en français avec cet accent bavarois qui chante légèrement, « j'espère que vous vous plairez parmi nous. Vienne peut-être difficile pour une étrangère. » Le sourire qui accompagne ces paroles est d'une politesse parfaite, mais Éléonore y lit une mise en garde. Cette femme, comprend-elle instinctivement, ne tolérera aucune rivale, même involontaire, dans le cœur des Viennois. « Votre majesté impériale est trop bonne », répond Éléonore selon l'étiquette. « J'espère me montrer digne de la confiance que vous me témoignez. Nous verrons. » murmure Sissi avant de s'éloigner dans un froissement de soie, laissant derrière elle un parfum de violette et une impression de menace voilée. La nuit de noces, dans les appartements princiers aux tentures de damas rouge et or, révèle à Éléonore une facette de son époux qu'elle n'avait pas soupçonnée. Frédéric, débarrassé du masque de courtoisie qu'il porte en public, laisse éclater une sensualité brutale qui confine à la violence. Sans ménagement pour la jeunesse et l'inexpérience de sa femme, il prend possession de son corps avec une avidité qui tient plus du viol que de l'amour. « Vous êtes mienne maintenant » allait-il en la maintenant clouée sous lui, ses mains marquant sa peau délicate de traces violacées. « Corps et âme, vous m'appartenez. » Éléonore, meurtrie et humiliée, ne trouve pas la force de protester. Elle serre les dents et ferme les yeux, laissant son esprit s'évader vers les jardins de Laeken où elle courait libre autrefois. Cette nuit-là marque le début d'un calvaire conjugal qui durera 9 années. Car Frédéric, loin d'être l'époux attentionné qu'espéraient les diplomates, révèle rapidement sa vraie nature. Débauché notoire, il collectionne les maîtresses avec la même désinvolture qu'il change de chemise. Baronne, comédienne, femme de chambre, aucune n'échappe à ses appétits, et bientôt tout Vienne connaît ses frasques. La plus célèbre de ses liaisons est celle qu'il entretient avec la baronne Clara von Esterházy, cette même jeune fille qu'Éléonore avait aperçue sur le daguerréotype. Devenue une femme de 25 ans d'une beauté saisissante, cheveux noirs de jais, yeux violets, corps de déesse antique, Clara affiche ouvertement sa relation avec le prince, se pavanant dans sa loge à l'opéra et paradant à ses côtés lors des chasses en Bohême. « Votre mari nous fait honte », ose dire un jour l'archiduchesse Marie-Valérie, sœur de l'empereur, lors d'un thé dans les jardins de Schönbrunn. Sa conduite est indigne d'un Habsbourg. Éléonore, qui brode mécaniquement un mouchoir aux armes impériales, ne lève pas les yeux de son ouvrage. « Son Altesse impériale est libre de ses mouvements », répond-elle d'une voix neutre. « Je ne suis que son épouse, non sa geôlière. » Mais derrière cette façade de résignation aristocratique, Éléonore souffre le martyre, non pas tant de l'infidélité de son époux, elle ne l'aime pas et ne l'aimera jamais, que de l'humiliation publique qu'elle subit quotidiennement. À la cour, elle n'est plus qu'un fantôme en robe de soie, une épouse décorative qu'on tolère par politesse, mais qu'on ignore superbement. L'impératrice Sissi, en particulier, semble prendre un malin plaisir à souligner son insignifiance. Lors des réceptions officielles, elle la place systématiquement au bout de table, loin des invités de marque. Elle oublie de l'inviter aux parties de chasse, prétextant que la petite princesse de Belgique n'a sans doute pas l'habitude de nos coutumes autrichiennes. Elle la fait attendre des heures dans ses antichambres avant de la recevoir, puis écourte leurs entretiens sous des prétextes futiles. « Ma chère », lui dit-elle un jour avec ce sourire carnassier qui ne trompe personne, « vous devriez peut-être envisager de retourner en Belgique quelque temps. L'air de Vienne ne vous réussit décidément pas. Vous avez une mine si terne. » Ces humiliations répétées, ajoutées aux brutalités conjugales de Frédéric, transforment peu à peu Éléonore en cette créature fantomatique qu'elle est devenue. Ses cheveux, autrefois dorés comme les blés de Wallonie, prennent une teinte terne. Son teint, jadis rosé par la santé, devient cireux. Ses yeux verts perdent leur éclat pour prendre cette couleur glauque des eaux stagnantes. En 1885, 5 années après son mariage, elle contracte une maladie vénérienne transmise par son époux,
probablement la syphilis, bien que les médecins de la cour parlent pudiquement d'une indisposition féminine. Le mal ronge silencieusement ses organes internes, détruisant toute possibilité de maternité et ajoutant la souffrance physique aux tortures morales qu'elle endure. « Il semble que son Altesse ne puisse donner d'héritier à la couronne », murmure le docteur Weiss, médecin personnel de la famille impériale, au comte Taff, ministre-président. C'est regrettable pour la dynastie. Cette stérilité, rapidement ébruitée dans les salons viennois, achève de faire d'Éléonore un paria à la cour. Une princesse qui ne peut enfanter n'est qu'un boulet dynastique, un investissement raté dans le grand commerce des alliances royales. L'empereur Franz Joseph lui-même, pourtant réputé pour sa courtoisie, ne dissimule plus son agacement lors de leurs rares entretiens. Si cette histoire macabre vous a laissé avec des frissons, partagez-la avec un ami qui adore les contes de terreur et les histoires de crimes historiques. C'est durant cette période sombre que se noue le drame qui va précipiter le destin d'Éléonore vers sa phase finale. En 1888, les relations entre Frédéric et sa maîtresse Clara von Esterházy prennent un tour de plus en plus morbide. Le prince, miné par l'alcool et probablement atteint lui aussi de la syphilis, sombre dans une mélancolie destructrice ponctuée de crises de violence. Clara, de son côté, développe une addiction à la morphine qui la transforme en épave magnifique. Leur liaison, autrefois flamboyante, devient un ballet macabre de deux âmes damnées qui s'entraînent mutuellement vers l'abîme. Ils passent leur nuit dans les maisons de jeux de Vienne, parient à des fortunes aux cartes, se saoulent de champagne et de laudanum, puis s'enferment dans la villa que Frédéric a achetée pour Clara à Mayerling, ce petit village des environs de Baden. Ils vont mal finir, prédit la comtesse Lariche, cousine de l'impératrice et grande pourvoyeuse de ragots de la cour. Je les ai vus hier soir au Sacher. Ils parlaient de mort comme d'autres parlent du temps qu'il fait. Éléonore, qui entend ces rumeurs lors d'un concert à la Musikverein, ressent un mélange contradictoire de satisfaction et d'angoisse. La chute de sa rivale devrait la réjouir, mais elle pressent que cette tragédie annoncée l'entraînera dans son sillage. Le 30 janvier 1889, le drame éclate avec la violence d'un coup de tonnerre. Frédéric et Clara sont retrouvés morts dans la chambre de la villa de Mayerling. Lui, une balle dans la tempe, elle empoisonnée au cyanure. Les circonstances exactes de leur mort resteront à jamais mystérieuses. Suicide à deux, crime passionnel ou règlement de compte politique. Mais les conséquences pour Éléonore sont immédiates et terrifiables. Son Altesse impériale, la princesse Frédéric, est priée de se présenter immédiatement au cabinet de Sa Majesté, lui annonce le chambellan von Bombel, le visage grave, ce matin du 31 janvier, où toute l'Europe apprend la mort tragique du prince héritier. Dans le bureau impérial aux boiseries de Noyer, Franz Joseph, vieilli de 10 ans en une nuit, la reçoit debout devant la fenêtre qui donne sur les jardins enneigés de la Hofburg. Il ne se retourne même pas quand elle entre. « Madame, dit-il de sa voix cassée par l'émotion, votre époux a déshonoré notre maison. Sa mort, qu'elle soit volontaire ou non, ne rachète pas ses fautes. Vous allez quitter Vienne sur le champ. Majesté, balbutie Éléonore, je vous en supplie. Il n'y a rien à supplier, coupe l'empereur en se retournant enfin, révélant un visage ravagé par le chagrin. Vous êtes veuve d'un traître à sa race. Votre présence ici ne peut que rappeler cette honte. Partez, aujourd'hui même. Le départ d'Éléonore de Vienne ressemble à une fuite. Dans la grisaille de ce 1er février 1889, elle quitte la capitale impériale à bord d'un train ordinaire, plus question de wagon impérial, avec pour seul bagage 2 malles de cuir et une cassette contenant ses bijoux personnels. Madame Körner, fidèle jusqu'au bout, l'accompagne, ainsi qu'une unique femme de chambre, Maria, une Hongroise silencieuse aux yeux tristes qui lui est restée dévouée. « Où allons-nous, Madame la Princesse ?» demande Maria dans son français approximatif, tandis que le train s'éloigne des faubourgs de Vienne dans un panache de vapeur noire. Éléonore, le visage collé à la vitre froide, regarde défiler les paysages autrichiens qu'elle ne reverra jamais. À 25 ans, elle a les traits tirés et les cheveux prématurément striés d'argent d'une femme de 40 ans. La maladie,
Les humiliations et le chagrin ont creusé des rides précoces autour de ses yeux verts, maintenant ternes comme des eaux mortes. « En Belgique d'abord », répond-elle d'une voix éteinte. « Mon père acceptera peut-être de me recevoir. » Mais le retour à Lesquennes se révèle plus douloureux encore que l'exil viennois. Charles-Philippe, devenu un vieillard cacochime de 69 ans, rongé par l'alcool et les remords, accueille sa fille avec une froideur qui confine à la cruauté. Le château de son enfance, déjà lugubre autrefois, est devenu une véritable nécropole. Henriette, sa mère, est morte 2 ans plus tôt dans l'indifférence générale, emportée par une pneumonie après des années de mélancolie musicale. « Te voilà donc revenu », grommelle le roi sans lever les yeux de son journal, quand Éléonore se présente dans son bureau aux tentures tirées. « La veuve du scandale de Mayerling. Tu as fait honneur au nom des Brabants, ma fille. » L'ironie cinglante de ces paroles blesse Éléonore plus que toutes les humiliations subies à Vienne. Ici, dans ce palais où elle a grandi, elle espérait trouver sinon la tendresse, du moins la compassion. Mais Charles-Philippe ne voit en elle que le rappel vivant de ses propres échecs. La mort de son fils héritier, les atrocités du Congo qui ternissent son règne, et maintenant cette fille qui revient couverte d'opprobre. « Père », murmure-t-elle, « je n'ai rien fait de mal, j'ai été une épouse obéissante. » « Obéissante ?» Le roi ricane, révélant des dents jaunes par le tabac. « Si tu avais été vraiment obéissante, tu aurais donné un héritier à ton époux au lieu de le laisser courir les filles. Ta stérilité a causé sa perte. » Ces mots d'une injustice révoltante achèvent de briser le fragile équilibre psychique d'Éléonore. Cette nuit-là, dans sa chambre d'enfance aux murs tapissés de soie rose fanée, elle sombre dans sa première crise de nerfs. Maria la trouve au matin, recroquevillée dans un coin, murmurant des phrases incohérentes en allemand et en français, les mains griffées jusqu'au sang. Elle parle à des morts, confie la femme de chambre au docteur Van de Putte, médecin personnel du roi. Elle appelle son frère, son mari, des gens qui ne sont plus là. Le diagnostic du praticien est sans appel. Neurasthénie aiguë compliquée de tendance maniaco-dépressive. Il faudrait l'interner. Mais Charles-Philippe refuse catégoriquement. Un membre de la famille royale en asile d'aliénés? Impensable. Il préfère confiner sa fille dans une aile isolée du château, sous la garde de 2 religieuses venues du couvent de Grimbergen, les sœurs Angélique et Béatrice, femmes austères au visage buriné qui traitent la folie comme un péché à expier. « Mortifiez votre chair, mon enfant », répète la sœur Angélique en imposant à Éléonore des jeûnes prolongés et des prières interminables. Votre esprit malade retrouvera la paix dans la soumission au Très-Haut. Pendant 3 années, de 1889 à 1892, Éléonore végète dans cette semi-captivité, oscillant entre des phases de prostration absolue et des crises d'agitation où elle brise tout ce qui lui tombe sous la main. Ses cheveux, qu'elle s'arrache par poignées durant ses accès de démence, deviennent clairsemés. Son corps, amaigri par les jeûnes forcés et la maladie vénérienne qui continue de la ronger, n'est plus qu'un squelette recouvert de peau translucide. La mort de Charles-Philippe, en mars 1892, emporté par une cirrhose du foie, libère paradoxalement Éléonore de sa prison dorée. Son successeur, le roi Léopold II, son oncle et ancien amant supposé de sa mère, n'a que faire de cette nièce encombrante qui rappelle les turpitudes de la branche aînée des Brabants. « Ma chère Éléonore », lui dit-il lors de leur unique entretien dans le salon vert de Lesquennes, où trône maintenant son portrait en grand uniforme, « je pense qu'un changement d'air vous ferait le plus grand bien. J'ai des propriétés en Hongrie, près de Budapest. Le climat y est excellent pour les convalescences. » C'est ainsi qu'en avril 1892, Éléonore se retrouve exilée au château de Gödelow, une résidence baroque de 160 pièces construite au XVIIIe siècle par la famille Grassalkovitch et récemment acquise par la couronne belge comme placement immobilier. Cette demeure majestueuse, avec ses façades ocre et ses jardins à l'anglaise, pourrait être un paradis pour qui saurait en goûter la beauté. Mais pour Éléonore, ce n'est qu'une prison plus grande et plus dorée. Seules Maria et Madame Körner, cette dernière maintenant âgée de 62 ans et souffrant d'arthrose,
l'accompagne dans cet exil hongrois. Le reste du personnel se compose de domestiques magyars qui ne parlent ni français ni allemand et la regardent avec cette curiosité mêlée de pitié qu'inspire une détenue de haut rang. « Madame la princesse », lui dit un matin Istvan, l'intendant du domaine, un homme aux moustaches grises et au regard bienveillant. « Si vous le souhaitez, nous pourrions remettre en état les écuries. Monter à cheval vous ferait peut-être du bien. » Éléonore, assise dans la bibliothèque poussiéreuse, où s'alignent des milliers de volumes qu'elle ne lira jamais, lève vers lui des yeux vides d'expression. « À quoi bon ?» murmure-t-elle. « Je n'ai nulle part où aller. » Les années s'écoulent dans cette langueur morbide. Éléonore vieillit prématurément. Ses traits se durcissent, ses gestes deviennent saccadés. Elle développe des manies étranges, ranger et déranger sans cesse les objets de sa chambre, compter compulsivement les carreaux des fenêtres, parler à haute voix à des interlocuteurs invisibles. « Mon cher Louis-Philippe », dit-elle souvent à son frère mort, en s'adressant à un portrait de lui qu'elle a fait accrocher dans sa chambre, « Tu avais raison de partir si tôt. La vie n'est qu'une mascarade cruelle où les innocents paient pour les crimes des coupables. » En 1895, un événement inattendu vient troubler cette existence de morte vivante. La naissance de sa fille, Marie-Joséphine. Cet enfant, conçu lors des dernières violences conjugales de Frédéric avant sa mort, avait été dissimulé par la cour de Vienne qui préférait ignorer l'existence de ce rejeton encombrant. Mais à 6 ans, la petite fille, élevée par une famille de bourgeois viennois, commence à poser des questions sur ses origines. « Votre fille arrive demain », annonce un télégramme laconique du ministère des Affaires étrangères belge. Disposition prise pour son éducation. La rencontre entre Éléonore et Marie-Joséphine, dans le grand salon de Gueudelot, aux meubles recouverts de housse blanche, est d'une tristesse infinie. L'enfant, jolie comme un ange avec ses boucles blondes et ses yeux bleus, elle tient de son père, regarde avec effroi cette femme décharnée aux cheveux gris et au regard hagard qui prétend être sa mère. « Maman » demande-t-elle dans son allemand d'enfant viennoise, « pourquoi tu es si triste ?» Éléonore, émue aux larmes pour la première fois depuis des années, s'agenouille et tend les bras vers sa fille. Mais Marie-Joséphine recule instinctivement, effrayée par cette étrangère qui sent la maladie et la folie. « N'aie pas peur, mon ange » chuchote Éléonore. « Je suis vraiment ta maman. Celle qui t'a porté dans son ventre et qui t'aime plus que tout au monde. Mais l'amour maternel, si longtemps contrarié, ne suffit pas à combler des années d'absence. Marie-Joséphine, habituée à la tendresse de sa famille d'adoption, ne comprend pas pourquoi on l'a arrachée à son bonheur pour l'amener auprès de cette femme lugubre dans ce château isolé de Hongrie. Maintenant, vous pouvez déjà soutenir notre chaîne avec un super merci, afin que nous puissions continuer à apporter des histoires aussi sombres et captivantes comme celle-ci. Les rapports entre mère et fille restent tendus et distants. Et Léonore, qui n'a jamais appris à être mère, oscille entre une sévérité excessive, héritage de sa propre éducation rigide, et des accès de tendresse possessive qui terrifient l'enfant. Marie-Joséphine, de son côté, grandit dans la rancœur et l'incompréhension, reprochant silencieusement à sa mère de l'avoir abandonnée puis récupérée selon son bon vouloir. « Je veux retourner à Vienne », répète-t-elle souvent à Maria, la seule personne du château qui lui témoigne de la gentillesse. « Là-bas, j'avais une vraie famille qui m'aimait. » Ces paroles, rapportées à Éléonore, la blessent plus que tous les coups qu'elle a reçus dans sa vie. Voir sa propre fille la rejeter achève de la persuader qu'elle est maudite, que tout ce qu'elle touche se flétrit et meurt. En 1888, une nouvelle tragédie vient assombrir encore davantage son existence déjà ténébreuse. L'impératrice Sissi, sa ancienne persécutrice, est assassinée à Genève par l'anarchiste Luigi Lucchini. Cette mort violente, qui bouleverse toute l'Europe, touche Éléonore d'une façon inattendue. Loin de se réjouir de la disparition de son ennemi, elle y voit un signe supplémentaire de la malédiction qui frappe tous ceux qui ont croisé sa route. « Elle aussi est morte », murmure-t-elle en apprenant la nouvelle, assise dans son fauteuil de velours rouge face à la fenêtre qui donne sur les jardins de Gueudelot. Frédéric, Clara,
l'impératrice, tous morts. Et moi, je continue à vivre comme un fantôme qui aurait oublié de rejoindre l'au-delà. Madame Körner, maintenant âgée de 68 ans et fatiguée par des décennies de dévouement, tente de raisonner sa maîtresse. « Altesse, ces tragédies n'ont rien à voir avec vous. Ce sont les aléas de l'existence. »« Non », coupe Éléonore d'une voix sourde. « C'est moi. Je porte la mort avec moi comme d'autres portent un parfum. Regardez ma fille. Elle me fuit parce qu'elle sent instinctivement le danger que je représente. » Cette conviction délirante s'ancre de plus en plus profondément dans l'esprit malade d'Éléonore. Elle commence à s'isoler même de ses rares compagnons, prétextant qu'elle ne veut plus contaminer personne de sa malédiction. Ses journées se passent en méditation morbide et en conversation avec les morts qui peuplent de plus en plus son univers mental. L'année 1900, avec l'arrivée du nouveau siècle, apporte paradoxalement une amélioration temporaire de son état. L'installation de l'électricité au château, les nouvelles du monde extérieur qui arrivent par téléphone, l'apparition des premiers automobiles sur les routes de Hongrie, tout cela semble réveiller en elle un semblant d'intérêt pour la vie. « Peut-être pourrions-nous voyager », suggère-t-elle un jour à Marie-Joséphine, maintenant âgée de 11 ans et d'une beauté saisissante. « Voir Paris, Londres, Rome, qu'en penses-tu, ma chérie ?» Mais l'adolescente, durcie par des années de solitude et de rancœur, rejette cette proposition avec la cruauté involontaire de la jeunesse. « Pourquoi faire ? Pour que tu me fasses honte devant les étrangers comme tu me fais honte ici. » Ces mots, d'une violence inouïe, replongent Éléonore dans l'abîme de la dépression. Elle comprend que même l'amour maternel, cette ultime consolation à laquelle elle s'accrochait, lui est refusée. Sa fille, chair de sa chair, la méprise autant que l'avaient méprisé les courtisans de Vienne. La décennie 1900-1910 marque l'apogée de sa déchéance mentale. Éléonore, maintenant âgée de 46 ans mais paraissant 20 ans de plus, sombre dans une folie douce ponctuée d'accès de violence. Elle s'enferme des journées entières dans sa chambre, refusant de manger, parlant sans arrêt à des interlocuteurs invisibles. Parfois, on l'entend rire ou pleurer sans raison apparente, ou réciter des listes incompréhensibles, les noms de tous les rois de France, les capitales européennes, les titres de noblesse autrichiens. Elle déraille complètement, confie Maria au docteur Kovacs, le médecin de Budapest appelé en consultation. Hier, elle a voulu brûler tous ses portraits de mariage. Avant-hier, elle prétendait que son frère mort lui rendait visite. Le diagnostic médical est formel. Démence précoce, avec hallucinations auditives et visuelles. Il faudrait l'hospitaliser. Mais Marie-Joséphine, maintenant majeure et héritière des biens maternels, refuse catégoriquement « Ma mère restera ici. Je ne veux pas qu'elle finisse dans un asile comme une pauvresse. » Cette décision, dictée autant par l'orgueil familial que par un reste de compassion filiale, condamne Éléonore à passer ses dernières décennies de vie dans cette prison dorée qu'est devenue le château de Guedelot. L'ironie du sort veut que cette demeure, autrefois résidence favorite de l'impératrice Sissi lors de ses séjours en Hongrie, soit devenue le mausolée d'une femme que la souveraine avait tant méprisée. L'entrée en guerre de l'Autriche-Hongrie en 1914 bouleverse l'existence paisible, si l'on peut dire, du château. Les autorités hongroises, méfiantes envers cette ancienne princesse autrichienne, placent Éléonore sous surveillance discrète. Des gendarmes en civil patrouillent dans les jardins, interceptent son courrier, contrôlent ses rares visiteurs. Madame la princesse, lui annonce un matin le capitaine Horthy, officier de la police royale hongroise, par mesure de sécurité, vous êtes assigné à résidence. Toute tentative de communication avec l'ennemi sera considérée comme un acte de trahison. Éléonore, maintenant âgée de 50 ans, accueille cette nouvelle restriction avec l'indifférence de ceux qui ont déjà tout perdu. « Monsieur l'officier », répond-elle de sa voix atone, « je suis prisonnière de mes souvenirs depuis si longtemps qu'une prison de plus ou de moins ne change rien à mon sort. La guerre apporte cependant une tragédie supplémentaire qui achève de briser les derniers liens qui rattachaient Éléonore au monde des vivants.
Marie-Joséphine, désormais âgée de 25 ans et mariée contre sa volonté à un hobereau hongrois, le comte Esterházy, ironique clin d'œil du destin qui la lie à la famille de l'ancienne maîtresse de son père, meurt en couche en donnant naissance à des jumeaux mort-nés. « Madame », balbutie Maria, maintenant âgée de 60 ans et très affaiblie, en apportant la nouvelle à Éléonore. « Votre fille, elle nous a quittés cette nuit. Le médecin a tout tenté, mais... » Éléonore reçoit cette nouvelle sans broncher, assise dans son fauteuil habituel face au jardin où l'automne 1918 fait rougeoyer les érables. « Elle aussi, » murmure-t-elle simplement. « La malédiction continue. Maintenant, je suis vraiment seule. » Cette mort de sa fille, survenue alors que leur rapport commençait enfin à s'améliorer, précipite Éléonore dans un état catatonique qui durera plusieurs mois. Elle cesse de parler, refuse de s'alimenter, reste immobile des heures entières à fixer un point invisible sur le mur de sa chambre. Seuls les soins dévoués de Maria et d'István l'empêchent de sombrer complètement. La fin de la guerre, avec l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et la révolution hongroise de Béla Kun, transforme le château de Gödöllő en un îlot oublié dans la tourmente révolutionnaire. Les nouveaux maîtres du pays, marxistes convaincus, voient d'un mauvais œil cette aristocrate étrangère qui continue de vivre dans ce symbole de l'ancien régime. « Camarades !» déclare un commissaire politique venu inspecter les lieux en 1919, s'adressant à István. « Cette femme représente tout ce que nous combattons. Pourquoi la tolérons-nous encore? Elle est inoffensive, » plaide l'intendant, en montrant Éléonore prostrée dans son fauteuil, semblable à une statue de cire. « Regardez-la, elle ne représente plus aucun danger pour personne. Elle n'est même plus vraiment vivante. » Le commissaire, frappé par cette vérité cruelle, renonce à ses projets d'expulsion. Éléonore peut donc finir ses jours dans ce château qui est devenu son tombeau anticipé. L'armistice de 1918 et l'écroulement des empires centraux marquent paradoxalement le début de la phase la plus étrange et la plus mystérieuse de la vie d'Éléonore. Cette femme de 54 ans, officiellement morte aux yeux du monde depuis des décennies, va vivre ses 25 dernières années dans un état de suspension temporelle, comme une survivante d'un naufrage échoué sur une île déserte. Le château de Gödöllő, privé de ses subventions royales avec l'abolition de la monarchie austro-hongroise, se délabre lentement. Les toitures fuient, les parquets se gauchissent, les tapisseries se décolorent sous l'effet de l'humidité. Le personnel se réduit peu à peu. István meurt d'une crise cardiaque en 1921, Maria succombe à la grippe espagnole en 1922, Madame Körner s'éteint dans son sommeil en 1925, emportant avec elle les derniers secrets de la cour de Vienne. Éléonore se retrouve donc seule avec deux servantes hongroises, Ilona et Margit, deux sœurs d'une quarantaine d'années qui parlent un français rudimentaire et s'occupent d'elle par pitié plus que par devoir. Elles la nourrissent de soupes et de bouillies, la lavant comme une enfant, l'habillent de robes informes qui dissimulent sa maigreur pathologique. « Elle parle toujours aux morts », confie Ilona à sa sœur en dialecte magyar. « Hier, je l'ai entendue discuter avec son mari, son frère, sa fille. Elle leur raconte sa journée comme s'ils étaient là. Au moins, elle ne fait de mal à personne », répond Margit en brossant les cheveux blancs et clairsemés d'Éléonore. Et puis, qui sait, peut-être qu'ils sont vraiment là, d'une certaine manière. Cette phase de la vie d'Éléonore présente un caractère hallucinatoire qui confine au fantastique. Coupée de toute réalité extérieure, vivant dans un château qui tombe en ruine, elle développe un univers mental complexe où les morts côtoient les vivants, où le passé se superpose au présent, où les conversations avec des fantômes deviennent plus réelles que le monde tangible. « Mon cher Frédéric », dit-elle souvent en s'adressant au portrait de son défunt époux qu'elle a fait accrocher dans sa chambre. « Vous voyez où nous ont mené vos débauches. Nous voilà tous morts, ou presque, dans ce château qui sent le moisi et l'abandon. Êtes-vous satisfait de votre œuvre ?» Parfois, elle croit entendre les réponses de ses interlocuteurs d'outre-tombe. « Ah, vous prétendez que c'est moi qui ai tout gâché », s'emporte-t-elle en gesticulant devant le vide. «
moi qui ai été fidèle et obéissante pendant que vous courriez les filles. Vous avez du culot, même mort. » Ces scènes, dont Ilona et Margit sont les témoins quotidiens, oscillent entre le pathétique et l'effrayant. Cette femme qui fut princesse, qui a connu les fastes de Vienne et les intrigues de la plus grande cour d'Europe, finit ses jours en parlant toute seule dans un château en ruine, nourri de soupe tiède et vêtu de haillons. Pourtant, curieusement, cette période de déchéance absolue semble apporter à Éléonore une forme de paix qu'elle n'avait jamais connue. Libérée des conventions sociales, des regards accusateurs, des humiliations quotidiennes, elle trouve dans la folie une liberté paradoxale. Elle peut enfin exprimer sa colère, sa rancœur, sa douleur, sans craindre le jugement d'autrui. « Je vous déteste tous !» hurle-t-elle certains matins en jetant sa brosse à cheveux contre le miroir de sa coiffeuse. « Vous m'avez utilisé, humilié, brisé, et maintenant vous prétendez que c'est ma faute ? Mon père qui m'a vendu, ma mère qui m'a ignoré, mon époux qui m'a souillé, ma belle-mère qui m'a méprisé, ma fille qui m'a rejeté, tous des bourreaux déguisés en famille. » Ces accès de fureur, qui terrorisaient autrefois son entourage, ne troublent plus personne dans ce château devenu une sorte de purgatoire terrestre. Ilona et Margit, habituées à ces crises, continuent leurs tâches ménagères en haussant les épaules. « La pauvre !» murmure-t-elle. « Après tout ce qu'elle a enduré, elle a bien le droit de crier. » L'année 1929 apporte un changement inattendu dans cette existence végétative. Un jeune homme se présente au château, prétendant être journaliste et s'intéresser à l'histoire de la famille royale belge. Il s'agit en réalité de Nicolas Horvat, petit-fils de l'ancien intendant Istvan, devenu historien et fasciné par le mystère que représente cette femme oubliée de tous. « Madame la princesse », dit-il respectueusement à Éléonore, assise dans le salon principal où les meubles recouverts de draps blancs évoquent un décor de théâtre abandonné. « J'aimerais recueillir vos souvenirs sur la cour de Vienne. Vous êtes l'une des dernières à l'avoir connue dans sa splendeur. » Éléonore, maintenant âgée de 65 ans, le regarde avec des yeux où brille une lueur d'intelligence presque éteinte. « La cour de Vienne ?» répète-t-elle d'une voix éraillée. « Quelle cour ? Il n'y a plus de cour, il n'y a plus d'empire, il n'y a plus que des fantômes qui dansent la valse dans des palais vides. » Mais peu à peu, stimulée par les questions de ce jeune homme respectueux, Éléonore commence à évoquer son passé avec une précision troublante. Sa mémoire, préservée intacte sous la gangue de la folie, ressuscite des détails d'une précision saisissante. Les couleurs des robes de l'impératrice Sissi, l'odeur de violette qui flottait dans les salons de Schönbrunn, le bruit des sabots des chevaux sur les pavés de la Ringstrasse. L'impératrice portait toujours des gants de chevreau blanc, même l'été, raconte-t-elle à Nicolas qui prend des notes fiévreusement. Elle ne supportait pas qu'on touche sa peau directement. Et quand elle riait, ce qui était rare, on entendait ce petit tintement de clochette que faisaient ses bijoux, mais son rire était faux, vous savez. Tout était faux à la cour. Les sourires, les compliments, les amitiés, tout. Ces séances d'évocation, qui se répètent plusieurs fois par semaine pendant des mois, ont un effet thérapeutique inattendu sur Éléonore. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un l'écoute avec respect et intérêt. Elle reprend goût à la conversation, soigne davantage sa toilette, retrouve même parfois cette distinction naturelle qui avait fait sa beauté de jeune fille. « Vous savez, confie-t-elle un jour à Nicolas, j'ai parfois l'impression d'avoir rêvé ma vie. Cette princesse qui a épousé un prince, qui a vécu dans des palais, qui a porté des diamants. Est-ce que cela a vraiment existé? Ou est-ce le délire d'une vieille folle qui se prend pour ce qu'elle n'a jamais été? C'était réel, madame, assure le jeune historien en lui montrant des photographies d'époque où on la voit jeune et belle aux côtés de Frédéric. Regardez, c'est vous. Vous étiez vraiment princesse d'Autriche. Éléonore contemple ces images jaunies avec une mélancolie infinie. Cette femme, murmure-t-elle en se touchant le visage, cette jeune femme, c'était vraiment moi. Mon Dieu, qu'est-ce que la vie a fait de nous tous? L'arrivée des nazis en Hongrie, en 1944, met brutalement fin à ces paisibles évocations du passé. Le château de Gödelow,
réquisitionné par la Wehrmacht comme quartier général, est envahi par des officiers SS qui voient dans cette vieille aristocrate une ennemie potentielle du Reich. Wer ist diese Frau? Qui est cette femme? Demande l'Oberführer Klaus von Seckendorf en découvrant Éléonore dans sa chambre, prostrée dans son éternel fauteuil. Eine verrückte alte Adlig, répond Ilona dans son allemand approximatif. Une vieille aristocrate folle. Elle ne fait de mal à personne. Von Seckendorf, homme cultivé malgré son uniforme sinistre, reconnaît en Éléonore les vestiges d'une grande dame. Peut-être par nostalgie de l'ancien monde aristocratique que le nazisme prétend détruire, il accepte qu'elle reste dans ses appartements, mais interdit toute visite extérieure. Cette femme a connu l'empereur François-Joseph, explique-t-il à ses officiers. Elle est un témoin vivant de l'histoire européenne. Nous la tolérerons tant qu'elle reste inoffensive. C'est dans cette ambiance de fin du monde, avec les bombardements alliés qui se rapprochent et les troupes soviétiques qui avancent vers Budapest, qu'Éléonore vit ces derniers mois. Paradoxalement, cette période chaotique semble lui redonner une lucidité qu'elle avait perdue depuis des années. Ils vont tous mourir, prédit-elle en entendant gronder le canon au loin. Les nouveaux tyrans, comme les anciens, seuls les innocents payent toujours le prix fort. Regardez-moi, j'ai survécu à 3 empires et je finirai dans un 4e qui s'effondre déjà. Nolan, le 15 mars 1945, alors que les troupes soviétiques investissent la région de Budapest et que les derniers occupants allemands fuient en désordre, Éléonore Marie-Joséphine de Brabant, ancienne princesse d'Autriche, s'éteint discrètement dans son sommeil, âgée de 81 ans. Ilona la trouve le matin, allongée paisiblement dans son lit, les mains jointes sur sa poitrine, le visage enfin apaisé après des décennies de souffrance. Elle sourit, chuchote Margit, en découvrant le corps de celle qu'elles ont soignée pendant tant d'années. Pour la première fois depuis que nous la connaissons, elle sourit vraiment. Les obsèques d'Éléonore, célébrées dans la petite église du village voisin, rassemblent une poignée de paysans hongrois qui l'ont connue comme la dame folle du château. Aucun représentant officiel, aucun parent, aucun dignitaire. Cette femme qui avait été promise au trône de l'un des plus grands empires du monde est enterrée comme n'importe quelle villageoise, dans un cercueil de sapin cloué par le menuisier local. Sur sa tombe, une simple croix de bois porte cette inscription en hongrois et en français, Éléonore de Brabant 1864-1945. Elle a trop aimé et trop souffert. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans les papiers personnels qu'Éléonore a laissés dans sa chambre, Nicolas Horvat, qui survit miraculeusement aux purges staliniennes de l'après-guerre, découvre des documents qui révèlent une vérité stupéfiante sur la mort du prince Frédéric et de sa maîtresse à Mayerling. Dans un cahier rouge aux pages jaunies, écrit de la main tremblante mais encore lisible d'Éléonore, il trouve cette confession troublante. « Je sais qui a tué Frédéric et Clara. Ce n'était ni un suicide, ni un crime passionnel. C'était un meurtre politique ordonné par ceux qui voulaient éliminer un héritier devenu gênant pour l'Empire. J'ai les preuves, mais qui me croirait? Je ne suis qu'une folle, après tout, une folle qui en sait trop. Cette révélation posthume jette une lumière nouvelle sur l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire européenne. Éléonore n'était-elle vraiment que la victime innocente des circonstances? Ou détenait-elle des secrets si dangereux que sa mise à l'écart était devenue nécessaire pour préserver la stabilité de l'Empire? La réponse à ces questions repose désormais dans cette tombe anonyme d'un petit cimetière hongrois, où dort enfin celle qui fut peut-être la dernière détentrice de la vérité sur l'affaire de Mayerling. En 1956, lors des événements de Budapest, les archives du château de Gödöllő sont dispersées par les révolutionnaires hongrois qui y voient les vestiges de l'ancien régime. Nicolas Horvat, devenu entre-temps professeur d'histoire à l'université de Pest, tente désespérément de sauver les papiers d'Éléonore, mais la plupart sont brûlés dans l'incendie qui ravage la bibliothèque du château. Seuls quelques fragments échappent à la destruction, dont cette lettre troublante datée de 1920 et adressée à « celui qui lira ces lignes après ma mort ».
Je prends la plume une dernière fois pour témoigner de la vérité sur ma vie et sur les crimes dont j'ai été le témoin involontaire. On m'a prise pour une folle, et c'était sans doute nécessaire car la vérité que je détiens aurait pu ébranler des trônes et précipiter des guerres. Frédéric n'est pas mort de sa propre main à Mayerling. Il a été exécuté sur ordre de l'empereur lui-même qui ne supportait plus ses trahisons politiques. Mon époux, que je croyais simplement débauché, vendait en réalité des secrets d'État aux ennemis de l'Empire. Sa liaison avec Clara n'était qu'un prétexte. Cette femme était en réalité un agent des services secrets français, chargé de le compromettre et de lui soutirer des informations. Quand la vérité a éclaté, Franz Joseph n'a eu d'autre choix que de faire éliminer son neveu pour éviter un scandale qui aurait pu coûter son trône. Le suicide a été maquillé avec l'aide du docteur Wiederhofer, médecin personnel de l'empereur, et du comte Taff, ministre-président. Moi, j'ai tout vu. Pas directement, mais j'ai reconstitué la vérité à partir de détails que personne n'avait remarqués. Les va-et-vient nocturnes à la Hofburg dans les jours précédant la tragédie. Les conversations interrompues quand j'entrais dans une pièce. Les regards échangés entre les dignitaires lors des funérailles. C'est pourquoi on m'a condamné à l'exil et à la folie. Non pas parce que j'étais stérile ou hystérique, mais parce que j'en savais trop. On a préféré faire de moi une aliénée plutôt qu'une veuve dangereuse qui aurait pu un jour parler. Maintenant, je vais mourir avec mes secrets. Peut-être est-ce mieux ainsi. La vérité n'est pas toujours bonne à dire, surtout quand elle concerne les puissants de ce monde. Mais j'aurais au moins eu la consolation de l'écrire, même si personne ne me croit. Éléonore de Brabant, dernière princesse d'Autriche, première victime de la raison d'État. Cette lettre, authentifiée par des experts graphologues en 1989, à l'occasion du centenaire de l'affaire de Mayerling, relance toutes les spéculations sur cette tragédie qui continue de fasciner les historiens du monde entier. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur cette affaire terrifiante. Vous voulez plus d'histoires de terreur qui mélangent histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. Rendez-vous dans le prochain cauchemar.